Après que mon mari m'a trompé, le mari de sa maîtresse est venu me chercher. Il m'a dit, je possède une fortune immense. Si tu acquiesces, demain matin même, nous irons à la mairie, au service d'état civil. Il ne m'a fallu que quelques secondes pour y réfléchir et j'ai accepté. J'étais assise, presque dissimulée, dans un coin à l'écart de la terrasse d'une brasserie du vieux quartier d'Annecy. J'avais choisi moi-même cet emplacement, caché derrière de grandes fougères touffues. C'était parfait pour observer tout l'espace extérieur sans que personne ne puisse percevoir ma présence. Sur la table, la glace de mon jus d'orange avait fondu depuis longtemps, diluant la boisson jusqu'à la séparer en deux couches nettement distinctes. À une dizaine de mètres de moi, à la table numéro 6, près d'un petit bassin à poissons, se trouvait mon mari, Lucas Ferrand. Il n'était pas seul. La femme assise en face de lui, dans une audacieuse robe de soie rouge qui laissait voir de longues jambes fines, était Sandrine Lefebvre. Je la connaissais. Qui, dans le monde de la finance et de la logistique, ne connaissait pas Sandrine Lefebvre? Elle était l'épouse de Nicolas Delorme, président du groupe Delorme Maritime, un véritable requin du transport maritime. Lucas souriait. Ce sourire dont, autrefois, j'étais éperdument amoureuse. Le sourire qui avait convaincu une chef auditrice méthodique et rigide comme moi d'abandonner sa carrière pour devenir son soutien dans l'ombre. J'avais investi toutes les économies de mes 10 années de travail pour qu'il fonde sa propre entreprise de bâtiment. La main de Lucas, la même main qui portait encore l'alliance en platine que j'avais choisie, caressait à présent le dos de la main de Sandrine, ouvertement, sans la moindre gêne. Je n'ai pas pleuré. Mes yeux étaient secs. À 32 ans, après une décennie à me battre avec des chiffres, des bilans arides et des clôtures fiscales stressantes, j'avais forgé un esprit froid. Je ne ressentais qu'une oppression dans la poitrine, comme si une dalle d'une tonne m'écrasait, empêchant l'air de circuler. Il y a un mois, Lucas était rentré à la maison avec un visage d'enterrement. Il avait dit que l'entreprise avait de graves problèmes juridiques et qu'il risquait une saisie totale de ses actifs. Il m'avait convaincu de signer une demande de divorce par consentement mutuel. Chloé, ce n'est qu'une formalité. Il m'avait supplié d'une voix si sincère que je n'avais pas hésité une seule seconde. J'ai besoin de mettre à mon nom une parcelle pour un nouveau projet et récupérer du capital. Si c'est à nos deux noms et que l'entreprise fait faillite, la banque saisira aussi la maison où tu vivras, toi et les enfants. J'ai signé. Je l'ai fait parce que j'avais confiance en mon mari, parce que je voulais protéger le toit de nos futurs enfants, même si nous n'en avions pas encore. Dès que tout sera réglé, je remettrai tout à ton nom, avait-il promis. Et maintenant, la vérité se déployait sous mes yeux. Il n'y avait ni parcelle, ni projet, seulement un traître qui comptait bâtir un nouveau nid sur le sacrifice de son épouse loyale. Tu as vu assez? Une voix grave et rauque a résonné juste au-dessus de ma tête, me faisant sursauter. J'ai levé les yeux. Un homme grand, imposant, vêtu d'un costume gris anthracite sur mesure, se tenait à côté de moi. Son visage était anguleux, ses yeux profonds, mais froids comme un lac en hiver. C'était Nicolas Delorme, le président du groupe Delorme Maritime, le mari de la femme qui se montrait si tendre avec mon mari. Sans attendre que je l'y invite, Nicolas a tiré une chaise et s'est assis en face de moi. Il avait l'allure d'un homme habitué à donner des ordres. Serein et autoritaire, il a posé sur la table un épais dossier. Le bruit du papier contre le bois a été sec et net. Ton mari dépense mon argent, a dit Nicolas du même ton neutre qu'il emploierait pour commenter un rapport financier mensuel. Et il a préparé sa porte de sortie pour te laisser à la rue. J'ai regardé le dossier, puis Nicolas. Qu'est-ce que vous voulez? Il n'a pas répondu tout de suite. Il a poussé la chemise vers moi. Ouvre. Page 5. J'ai tourné les feuilles avec des doigts tremblants. La page 5 était une copie certifiée conforme du jugement de divorce par consentement mutuel. La date de signature remontait à une semaine. Le tampon rouge du tribunal de première instance ressemblait à une moquerie sanglante dans ma vie. Comment est-ce possible? Ma voix s'est brisée. Il avait dit qu'il ne l'avait pas déposé. Qu'il attendrait que cette mauvaise passe soit terminée. Il l'a déposé juste après que tu aies signé, m'a coupé Nicolas. Sa voix était glaciale, cruelle, mais c'était la vérité que je devais entendre. Et comme tu as signé un accord sans contestation sur les biens pour l'aider à contourner la loi, légalement, à cet instant, tu n'as plus rien. La maison où tu vis, la voiture que tu conduis,
même l'argent que tu as retiré du compte commun pour qu'il l'investisse, tout lui appartient légalement. J'ai laissé tomber le dossier. La sensation de trahison et de duperie m'est remontée à la gorge comme une bile amère. Je n'avais pas seulement perdu mon mari, j'avais aussi perdu ma dignité et ma foi en la bonté. Moi, auditrice comptable certifiée, convoitée par tant d'entreprises, j'avais été trompé de la façon la plus douloureuse par l'homme avec qui je partageais ma vie, la plus grande erreur de calcul de mon existence, dont le prix était toute ma jeunesse et mon patrimoine. Nicolas a observé ma réaction, plissant les yeux, m'évaluant. Se lamenter ne résout rien. Tu es une femme de finance. Tu comprends mieux que quiconque la loi des pertes et des gains. Tu as acté cet investissement en perte. Là, maintenant, c'est le moment de penser à la restructuration. J'ai relevé la tête vers Nicolas en tentant de retrouver mon maintien habituel. J'ai arrangé mes cheveux et le col de ma chemise. Vous ne m'avez pas cherché seulement pour m'informer que je suis une ratée, n'est-ce pas, monsieur Delorme? Un léger sourire s'est dessiné au coin de ses lèvres, visiblement satisfait de ma reprise rapide. Intelligente, et juridiquement lucide. En ce moment, tu es une femme célibataire. Moi aussi, j'ai finalisé mon divorce avec Sandrine, mais elle a été plus maligne que toi. Elle contrôle encore le pouvoir financier dans mon entreprise parce que le partage des biens n'est pas conclu. Elle a infiltré ses gens au service comptable et détourne des fonds du groupe pour entretenir ton ex-mari. Nicolas s'est arrêté, s'est penché vers moi et a baissé la voix. Je possède des centaines de millions d'euros, mais j'ai besoin de quelqu'un de fiable, quelqu'un qui a la capacité professionnelle d'auditer tout le système et d'arrêter le flux d'argent sale que Sandrine siphonne. J'ai besoin d'une épouse légale qui prenne sa place et qui, avec cette légitimité, purge la structure. Et pourquoi moi? Ai-je demandé. Mon esprit tournait déjà à pleine vitesse. D'abord, tu as un motif. Tu es Lucas et Sandrine. Ensuite, ton CV est irréprochable, ex-chef auditrice d'un grand groupe de distribution, diplômée, connue pour ta poigne de fer dans le contrôle des coûts. Troisièmement, et surtout, ni toi ni moi ne croyons encore à l'amour. Nous pouvons coopérer sur la base d'intérêts mutuels. Nicolas m'a regardé droit dans les yeux et a lancé sa proposition finale. Si tu acceptes, à 8 h du matin, présente-toi à la mairie, au service d'état civil. On se marie. J'ai regardé vers l'autre table. Lucas embrassait le front de Sandrine avec l'expression satisfaite d'un vainqueur. Il me croyait stupide et docile, enterré dans la cuisine et les livres de comptabilité. Il croyait avoir gagné. J'ai reposé mon regard sur Nicolas. 3 secondes. C'est tout le temps qu'il m'a fallu pour prendre la décision du plus grand pari de ma vie. J'avais tout perdu. Je n'avais plus rien à craindre. D'accord, ai-je répondu d'une voix ferme. J'accepte, mais j'ai une condition. Je veux le contrôle total du département financier du groupe Delorme Maritime. Vous n'interférerez pas dans ma manière de travailler. Nicolas s'est levé et a boutonné sa veste. À demain, Madame Delorme. Il est parti, me laissant avec le dossier et un plan de vengeance qui commençait à se former dans mon esprit. Le lendemain matin, je me suis réveillé plus tôt que d'habitude. J'ai choisi une robe droite ivoire, d'un dessin simple mais élégant, qui mettait en valeur la silhouette fine que je cachais habituellement sous de larges tailleurs de bureau. Je me suis maquillé avec soin, couvrant les cernes d'une nuit blanche passée à réviser la législation pertinente. Dans le miroir, j'ai vu la femme reflétée. Je n'étais plus la Chloé d'hier. La Chloé d'hier était morte avec ce jugement de divorce. À 7h55, j'étais devant la porte de la mairie d'Annecy, au service d'état civil. Une Peugeot 508 noire brillante s'est arrêtée brusquement devant moi. La portière s'est ouverte et Nicolas est descendu. Il portait aujourd'hui une chemise blanche sans cravate, ce qui lui donnait un air plus jeune et moins austère que la veille. Ponctuel, a-t-il dit en guise de salut. Déformation professionnelle, ai-je répondu sèchement. On entre. La formalité du mariage a été étonnamment rapide grâce à la préparation préalable de Nicolas. Quand j'ai signé mon nom à côté de celui de Nicolas Delorme sur l'acte de mariage, j'ai senti une décharge électrique parcourir mon dos. Ce n'était pas l'émotion de l'amour, mais l'excitation d'un soldat qui vient de recevoir de l'armement lourd avant d'entrer en bataille. L'agent d'état civil nous a remis 2 copies du certificat. Nicolas en a pris une et me l'a donnée. Bienvenue au groupe Delorme Maritime, a-t-il dit en me tutoyant pour la première fois.
Merci, ai-je souri un sourire corporate, impeccable. En sortant du bâtiment, la lumière du matin a fait briller le document dans ma main. J'ai sorti mon téléphone, posé le certificat de mariage sur le capot de la Peugeot 508 de Nicolas et pris une photo nette. Sur l'image, mon nom et celui de Nicolas apparaissaient côte à côte, avec le tampon rouge se détachant sur le logo doré et stylisé du dé sur l'avant de la voiture. J'ai ouvert WhatsApp, cherché le contact, mon amour, un nom que je n'avais pas encore changé, joint la photo et envoyé un message court et précis, merci de m'avoir libéré en secret et si tôt. Grâce à ça, j'ai pu officialiser mon mariage avec le président du groupe Delorme Maritime ce matin même. Bonne chance à toi et à ta maîtresse. J'ai envoyé le message. Les 2 coches bleues sont apparues aussitôt. Nicolas, qui observait mon geste à mes côtés sans rien dire, a simplement esquissé un demi-sourire. Tu es plus combative que je ne le pensais. En affaires, comme à la guerre, l'effet de surprise décide de 50% de la victoire. J'ai rangé le téléphone dans mon sac. Maintenant, emmenez-moi au bureau. Je dois commencer à travailler tout de suite. Sur la route vers le siège du groupe Delorme Maritime, Nicolas m'a remis une carte de salarié et une lettre de nomination. Directrice financière, CFO. J'ai haussé un sourcil. Vous me faites confiance pour ce poste dès le premier instant? Je ne te fais pas confiance. Je fais confiance à ta soif de vengeance et à ta compétence, a répondu Nicolas franchement. Ce poste était contrôlé par Sandrine à travers sa marionnette, l'ancien chef comptable. Je l'ai licencié et je t'ai mise à sa place. Tu as un pouvoir de décision absolu. Utilise-le bien. J'ai tenu la lettre en sentant son poids. Ce n'était pas seulement un travail, c'était une épée, un mandat. J'ai fermé les yeux, visualisant l'organigramme du groupe Delorme Maritime que j'avais étudié toute la nuit. Sandrine, même divorcée, restait une actionnaire importante et connaissait beaucoup de secrets du business. Un détournement de fonds de cette ampleur ne pouvait pas se faire seul. Elle devait avoir tout un réseau de complices en dessous. Ma mission était de couper ses racines une à une, d'isoler Sandrine et, surtout, de trouver des preuves que Lucas et elle avaient conspiré pour blanchir de l'argent. Je ferais regretter à Lucas d'avoir sous-estimé quelqu'un dont le métier est de garder l'argent des autres. La voiture s'est arrêtée devant un imposant immeuble de 30 étages au cœur financier de la ville. Nicolas est descendu et a contourné le véhicule pour m'ouvrir la portière, un geste galant, non par affection, mais pour la mise en scène que des centaines d'employés observaient derrière les vitres. « Prête ?» a-t-il demandé à voix basse. « Toujours », ai-je répondu, et j'ai marché la tête haute à ses côtés. À partir de cet instant, la guerre avait officiellement commencé. Mon téléphone dans mon sac s'est mis à vibrer sans arrêt dès que nous sommes entrés dans l'ascenseur privé de la présidence. J'ai regardé l'écran. C'était Lucas. Je n'ai pas répondu. Je l'ai laissé sonner jusqu'à couper, puis sonner une deuxième, une troisième fois. Mon silence, à cet instant, était la pire torture psychologique pour lui. Pendant ce temps, dans un pantouse luxueux d'un quartier résidentiel de Colmar, Lucas devenait fou. Je pouvais imaginer la scène parfaitement, il jetterait son téléphone sur le canapé, le visage rouge de rage, se déplaçant maladroitement. Sandrine, à côté de lui demanderait en fronçant les sourcils ce qui se passait. Et en voyant la photo que je lui avais envoyée, son visage maquillé se transformerait. Quand l'ascenseur s'est arrêté au 30e étage, j'ai décroché. Oui, ai-je dit d'un ton aussi calme que si je répondais à un livreur. Chloé, c'est quoi ça? Qu'est-ce que ça signifie, cette photo? C'est un montage, hein? A hurlé Lucas de l'autre côté, la voix brisée par la panique. Il n'y croyait pas, ou n'osait pas y croire. Tu crois que j'ai le temps d'apprendre Photoshop? Ai-je ri avec mépris. Papier blanc, encre noire, tampon officiel. Tu diriges une entreprise. Tu ne sais pas distinguer un vrai tampon d'un faux? Depuis quand tu connais Delorme? Tu oses me tromper. Lucas est tombé dans la calomnie. Le classique du voleur qui crie au voleur. Ne mesure pas les autres à ta propre mesure, ai-je coupé, la voix durcie. Tu as fait enregistrer le divorce dans mon dos. Le tribunal a rendu un jugement. Je suis une femme célibataire et je peux épouser qui je veux. Et puis, tu n'es pas, toi, avec l'ex-femme de mon mari actuel? En termes d'affaires, on appellerait ça un échange équitable. Lucas est resté sans voix.
J'ai entendu Sandrine lui arracher le téléphone. Écoute-moi, salope. Tu crois que tu peux mettre un pied au groupe de l'Orme maritime tant que je suis là? Ne rêve même pas de grimper. Bonjour, Sandrine, ai-je répondu. Ma voix était douce, mais tranchante. Tu te trompes. Je ne suis pas entré pour grimper. Je suis entré comme l'épouse légale du président, comme la maîtresse de maison. Toi, là tout de suite, tu n'es qu'une actionnaire, une étrangère. Ah, et j'oubliais, je viens de recevoir ma nomination de directrice financière. La première chose que je ferai ce matin, c'est d'auditer toutes les dettes en cours entre le groupe de l'Orme maritime et l'entreprise de bâtiment de mon ex-mari, Ferrand Bâtiment. N'ose pas, a crié Sandrine. Pourquoi pas? Ai-je continué. J'ai entendu dire que Ferrand Bâtiment doit au groupe une somme considérable au titre d'avance sur matériaux, sans avoir exécuté le moindre chantier. En tant que CFO, je considère que cette créance est à haut risque. Je crois que je vais devoir ordonner le recouvrement immédiat du capital. Chloé, ne fais pas de folie, a repris Lucas en récupérant le téléphone. Son ton est passé de l'agressivité à la supplication. Parlons. Qu'est-ce que tu veux? Je te donnerai une partie de l'argent de la vente de la parcelle. On se voit et on parle. L'argent de la parcelle. J'ai laissé échapper un rire amer. Garde-le. Tu vas avoir besoin de beaucoup d'argent pour payer des avocats, pour les délits que tu es sur le point d'affronter. J'ai raccroché et éteint le téléphone. La porte de l'ascenseur s'est ouverte. Devant moi s'étendait le grand hall du siège du groupe de l'Orme maritime. Les employés allaient et venaient, mais tous s'arrêtaient pour s'incliner en voyant Nicolas. Ils me regardaient avec un mélange de curiosité et d'examen. Nicolas s'est tourné vers moi avec une pointe d'admiration dans les yeux. Tu les as terrorisés, mais les effrayer est une chose. Obtenir des résultats en est une autre. Attendez et vous verrez. J'ai serré mon sac et je me suis dirigé d'un pas ferme vers le département comptable. Je ne faisais peur à personne, je déclarais la guerre. Le département finance et comptabilité se trouvait au 28e étage. Une lourde porte vitrée séparait le monde des chiffres du reste de l'entreprise. J'ai poussé la porte et je suis entré. Nicolas me suivait de près comme un soutien solide. À l'intérieur, l'atmosphère était un chaos de murmures. Les gens étaient regroupés en petits cercles à colporter des ragots. Sans doute, la nouvelle du mariage éclair du président s'était répandue comme une traînée de poudre. Silence, tout le monde, a ordonné Nicolas. Sa voix n'était pas forte, mais son autorité a réduit la salle au silence instantanément. Tous les regards se sont braqués sur nous. En me désignant, Nicolas m'a présenté, voici Madame Delorme, mon épouse et la nouvelle directrice financière du groupe. À partir de maintenant, toute décision liée aux recettes, aux dépenses ou à l'approbation des budgets devra passer par elle. La lettre de nomination sera envoyée par courrier interne dans les 5 prochaines minutes. Les murmures ont repris, cette fois plus contenus. J'ai balayé la salle du regard. Dans un coin, une femme d'âge mûr aux grosses lunettes à monture dorée me fixait. Son expression n'était pas la surprise, mais l'hostilité. C'était Nathalie Moreau, l'actuelle chef comptable, la main droite de Sandrine. J'avais étudié son dossier à fond. C'était Nathalie qui avait validé d'innombrables frais de représentation fictifs pour permettre à Sandrine de détourner de l'argent. Je me suis avancé droit vers son bureau. Bonjour, Nathalie. J'ai besoin que vous me remettiez immédiatement tous les livres comptables, les jetons de signature numérique et les mots de passe du système ERP. Nathalie s'est levée, les bras croisés, avec l'attitude défiant de quelqu'un qui se croit indispensable. Madame Delorme, la transition doit suivre une procédure. Des livres de tant d'années ne se remettent pas comme ça. Et puis, je suis les directives du conseil d'administration, où se trouve Madame Lefebvre. Votre nomination a été très soudaine. Je dois la confirmer avec elle. Elle cherchait à gagner du temps. À rallonger le processus pour détruire des preuves ou manipuler les données. Nathalie, ai-je souri en posant sur son bureau la lettre de nomination avec la signature de Nicolas et le sceau du groupe. Selon les statuts, le président a le pouvoir de nommer des hauts responsables en situation d'urgence. Madame Lefebvre n'est plus, à cet instant, qu'une actionnaire, elle n'occupe aucun poste exécutif. L'ordre du président est l'autorité suprême. J'ai jeté un regard à Nicolas, puis j'ai replongé mes yeux dans ceux de Nathalie,
la voix d'acier. Si, dans les 15 prochaines minutes, vous ne me remettez pas tout, je rédigerai votre licenciement immédiat pour insubordination et obstruction aux opérations de l'entreprise. Et, simultanément, j'ordonnerai la mise sous scellé de votre ordinateur et demanderai l'intervention de la police pour enquêter sur un possible détournement de fonds. Choisissez, une transition pacifique, ou sortir d'ici menotté. Le visage de Nathalie a blêmi. Elle ne s'attendait pas à ce que je sois aussi direct ni à ce que je connaisse aussi bien la loi. Elle a regardé Nicolas, cherchant de l'aide, mais il s'est contenté d'observer, les bras croisés, avec une expression qui disait « Je soutiens totalement mon épouse ». Tremblante, Nathalie a ouvert un tiroir et a sorti un trousseau de clés et le jeton. « Je vais faire la remise. » « Bien. » Je me suis adressé au reste des employés qui retenaient leur souffle. À partir d'aujourd'hui, les procédures changent. Toute dépense supérieure à 50 000 € doit être approuvée personnellement par moi. Quiconque ose falsifier une signature ou un document peut commencer à rédiger sa lettre de démission avant même que je ne le découvre. Je viens du monde de l'audit. N'essayez pas de me tromper. J'ai ordonné au service informatique de révoquer l'accès de Nathalie immédiatement et de changer tous les mots de passe du système. Après que Nathalie est partie, tête basse, avec une boîte contenant ses affaires personnelles, je me suis assise dans le fauteuil en cuir qu'elle venait de quitter. J'ai allumé l'ordinateur et accédé au système. Les chiffres ont commencé à défiler sous mes yeux. Un chaos, oui, mais aussi un trésor rempli de preuves criminelles. Le téléphone du bureau a sonné. C'était Sandrine, appelant sur la ligne interne. « Tu t'es bien illustré, hein ?» À virer mes gens. « Ce n'est que l'échauffement », ai-je répondu, tandis que mes doigts glissaient rapidement sur le clavier. « Tu ferais mieux de t'inquiéter pour ton propre argent. Je vois des virements vers l'agence de communication de ton frère qui paraissent problématiques. Les factures de TVA déductibles n'ont pas l'air très légitimes. » De l'autre côté, silence, puis un clic sec. Elle a raccroché. J'ai expiré et je me suis adossé au siège. La vraie bataille venait de commencer. Je ne devais pas seulement nettoyer ce désastre, mais aussi tendre un piège pour que Lucas et Sandrine tombent d'eux-mêmes. Nicolas s'est approché et a posé un café chaud sur mon bureau. « Tu t'en sors très bien. Je ne me suis pas trompé en te choisissant. Ne chantez pas victoire trop tôt. » J'ai bu une gorgée. L'amertume s'est mêlée à une note douce sur ma langue. Préparez-vous. Une grosse tempête approche. Les lumières du bureau étaient toutes éteintes, sauf la lueur bleue, froide, de l'écran de mon ordinateur. L'horloge murale indiquait 22 heures. Tous les autres employés étaient partis depuis des heures, mais moi, j'étais encore là, englouti sous la pile de documents que Nathalie avait laissés derrière elle. Pour moi, les chiffres parlaient, et à cet instant, il hurlait l'irrégularité. Sans aucun hacker de film, j'ai utilisé les techniques d'audit les plus basiques pour dévoiler la vérité, recouper et vérifier. J'ai ouvert la balance du 3e trimestre. Une ligne a attiré mon attention immédiatement. Les dépenses de services externes avaient triplé par rapport à la même période de l'année précédente. J'ai cliqué sur le détail des comptes 623 et 629. Une avalanche d'écriture marketing, organisation d'événements, conseil stratégique pointait vers un seul fournisseur, la SARL Communication Orion. J'ai copié le numéro sirène de Communication Orion et l'ai collé sur le portail d'information des entreprises. Le résultat a été instantané, le gérant unique était Hugo Lefebvre. J'ai souri amèrement. Hugo Lefebvre était le petit frère de Sandrine. La méthode était grossière, faire passer l'argent de la poche du mari à celle du frère, pour qu'il revienne ensuite dans la même poche. J'ai continué d'extraire toutes les factures électroniques émises par Orion. Le total dépassait 15 millions d'euros en seulement 6 mois. Les libellés étaient vagues, honoraires de conseil en solutions logistiques, frais d'organisation d'un congrès client. Mais quand j'ai recoupé les dates de ces prétendus congrès avec le calendrier d'activité de l'entreprise, il n'y avait aucun événement enregistré, aucune liste d'invités, aucune photo, aucun procès-verbal de clôture de contrat. C'était clairement un cas d'achat-vente de fausses factures pour détourner des fonds de l'entreprise et échapper à l'impôt sur les sociétés. J'ai imprimé les relevés bancaires et les factures suspectes, et je les ai rangés dans une chemise rouge. Ce n'était que la pointe de l'iceberg. Je devais creuser dans les comptes fournisseurs. Je suis passé au compte 410, fournisseur de prestations de services.
là figurait le nom de l'entreprise de Lucas, Ferrand Bâtiment. Le solde dû s'élevait à 5 millions d'euros. J'ai ouvert le détail du contrat. Le groupe Delorme Maritime avait missionné Ferrand Bâtiment pour la rénovation et l'amélioration de ses entrepôts au port de La Rochelle. Le contrat avait été signé 3 mois plus tôt et le groupe avait déjà versé 50% de l'accord, soit 5 millions d'euros. Mais en consultant les comptes rendus de suivi, la colonne « Travaux exécutés » affichait un zéro absolu. Lucas avait reçu 5 millions d'euros du groupe Delorme Maritime, sans avoir déplacé une seule pierre. J'ai pris le téléphone et appelé le chef de projet des entrepôts. Thomas, c'est Chloé. Bonjour, Chloé, a répondu Thomas d'une voix ensommeillée. Désolé de te déranger à cette heure. Je voulais te demander où en est le projet de rénovation des entrepôts de La Rochelle, celui géré par Ferrand Bâtiment. Quel est l'état actuel? Il y a eu un silence, puis une réponse hésitante, à vrai dire, ils n'ont toujours pas amené les machines. J'ai insisté plusieurs fois, mais leur directeur repousse toujours. Il dit qu'ils attendent des matériaux importés. Sandrine m'a aussi dit de leur laisser un peu de marge. D'accord. Merci, Thomas. Demain, à la première heure, envoie-moi un rapport d'état avec le visa du superviseur de chantier. J'ai raccroché. C'était clair. Lucas utilisait l'avance du groupe pour financer d'autres opérations, ou pire encore, pour acheter cette parcelle au sujet de laquelle il m'avait trompé afin que je signe le divorce. La porte de mon bureau s'est ouverte brusquement. C'était Nicolas, avec 2 boîtes repas à la main. Je pensais que tu allais dormir au bureau. Mange quelque chose, et tu reprends après. J'ai regardé Nicolas, puis la pile de rapports sur mon bureau. J'ai trouvé la trace. Si vite. Nicolas a posé la nourriture et tiré une chaise. Son parfum masculin, subtil et agréable, était très différent de l'odeur de tabac bon marché que Lucas dégageait ces derniers temps. Ils sont avides, mais négligents, ai-je indiqué en montrant l'écran. Ou alors, ils étaient trop sûrs que personne n'oserait auditer les comptes de la patronne. Regardez, 15 millions détournés vers le frère de Sandrine, 5 millions versés à Lucas pour un chantier fantôme. 20 millions d'euros disparus en seulement 2 trimestres. Nicolas a observé les chiffres, le visage se durcissant. Je savais que Sandrine sortait de l'argent, mais je n'imaginais pas que ce soit autant. Pas étonnant que le cash flow opérationnel soit aussi tendu dernièrement. Pour un groupe logistique, le cash flow, c'est le sang qui nourrit le corps. Perdre 20 millions de liquidités en si peu de temps, c'est une hémorragie artérielle. Ne t'inquiète pas, je récupérerai tout. Capital et intérêt. J'ai ouvert la boîte. L'odeur d'un filet de bœuf grillé m'a fait gargouiller l'estomac. Mange d'abord, a dit Nicolas en me passant les couverts. Demain, nous avons une réunion très intéressante avec le conseil d'administration. J'ai pris la fourchette. Pour la première fois depuis des mois, j'ai eu l'impression que la nourriture avait un goût non parce que le plat était exquis, mais parce que je savais que je n'étais plus seul dans cette bataille. Nicolas m'a conduite à son mas en Provence, passé minuit. La grande maison blanche, isolée près d'un terrain de golf, était immense, mais froide, comme son propriétaire, élégante, puissante, mais solitaire. Tu restes dans cette chambre, a dit Nicolas en ouvrant la porte d'une vaste chambre au 2e étage, donnant sur le jardin. Je l'ai fait préparer pour toi. Si tu as besoin de quelque chose, dis-le à l'employé de maison. Je suis entré. Tout était neuf, des draps aux rideaux. Il n'y avait aucune trace de présence féminine, signe que Nicolas vivait seul depuis longtemps ou que Sandrine n'avait jamais mis les pieds dans cette pièce. Merci. Nicolas s'est appuyé contre l'encadrement de la porte, m'observant un moment. Chloé, nous sommes mariés par contrat et je respecte ton espace personnel, mais devant les employés et les étrangers, nous devons agir comme il se doit. Je comprends. Je suis professionnel. Le lendemain matin, je suis descendu prendre le petit déjeuner. Sur l'immense table de la salle à manger, il n'y avait que 2 couverts dressés. Nicolas était déjà assis, buvant un café noir tout en lisant des rapports sur sa tablette. « Bonjour », ai-je dit en m'asseyant. « Bonjour. Tu as bien dormi ?» a-t-il demandé sans quitter l'écran des yeux. « Très bien. Le lit est bien plus confortable que le canapé où j'ai dû dormir le dernier mois, chez Lucas. L'employé nous a servi le petit déjeuner.
Elle m'a apporté un café au lait et une tartine avec jambon et tomates. En voyant la nourriture fumante, j'ai senti une pointe au cœur. Cela faisait si longtemps que personne ne cuisinait pour moi. Chez Lucas, j'étais toujours la première à me lever pour lui préparer le petit déjeuner, repasser ses chemises, puis courir travailler. « Qu'est-ce qu'il y a ? Tu n'aimes pas ?» a demandé Nicolas en levant les yeux, me voyant immobile. « Non, ce n'est pas ça », ai-je secoué la tête en prenant la tartine. « C'est juste que ça me paraît étrange. » Nous avons mangé en silence. Puis, soudain, Nicolas a brisé la glace. « Comment comptes-tu gérer la dette de Ferrand Bâtiment ?» J'ai avalé, essuyé ma bouche avec la serviette, et répondu clairement, « Je ne vais pas réclamer cette dette de façon conventionnelle. Si j'envoie une mise en demeure, ils me feront traîner ou se déclareront insolvables. J'utiliserai une autre tactique. Je vais appeler la garantie. » Explique, a dit Nicolas, intéressé. J'enverrai une notification à la banque qui a émis la garantie d'exécution du contrat et celle de l'acompte. Le contrat le prévoit. Si Ferrand Bâtiment n'exécute pas les travaux, la banque est obligée de rembourser l'argent au groupe Delorme Maritime. Ensuite, ce sera la banque qui se chargera de saisir Lucas. Nicolas a éclaté d'un rire sonore et sincère. C'est diabolique. Si la banque intervient, il n'aura pas le choix, il devra vendre la maison pour payer. Et sinon, il sera fiché à la Banque de France et ne pourra plus obtenir de crédit de sa vie. Et ce n'est pas tout. J'ai continué, le regard acéré. Je vais mandater un audit externe pour revoir les coûts de tous les chantiers précédents que Ferrand Bâtiment a réalisés pour le groupe. Je soupçonne qu'ils ont gonflé les devis pour détourner encore plus d'argent. Si je trouve des preuves, ça deviendra une affaire pénale, pas seulement civile. Nicolas m'a regardé, et son expression est passée de l'amusement au respect. Tu es vraiment né pour être mon épouse. On est de la même espèce. Le petit déjeuner s'est terminé dans une atmosphère étrange, mais harmonieuse, deux âmes blessées trouvant une forme d'accord dans le calcul et l'ambition. Je me suis rendu compte que vivre avec un homme intelligent et direct comme Nicolas était bien plus agréable que servir un hypocrite comme Lucas. La matinée au bureau a commencé par une purge interne. J'ai convoqué une réunion d'urgence avec tout le personnel comptable et l'équipe de gestion de projet. J'ai jeté sur la table le dossier que j'avais préparé la veille au soir. Le coup sec a fait sursauter tout le monde. Là-dedans se trouve la liste des factures suspectes de Communication Orion et l'état du contrat avec Ferrand Bâtiment, ceux qui géraient directement ces sujets. Un jeune employé a levé la main timidement. C'est Nathalie qui gérait tout directement. Nous, on ne faisait que saisir les données qu'elle nous transmettait. Saisir des données sans vérifier la validité et la logique des documents, c'est de la négligence, ai-je répliqué calmement. À partir d'aujourd'hui, je vais revoir toutes les procédures. Quiconque détecte des irrégularités passées et les signale volontairement sera exempté de responsabilité et conservera son poste. Quiconque couvre quoi que ce soit sera licencié, et je recommanderai des poursuites. Mes mots ont été comme un seau d'eau glacée pour ceux qui comptaient rester les bras croisés. Juste après la réunion, 3 employés ont frappé discrètement à ma porte pour m'offrir des informations supplémentaires. Avec leurs témoignages, j'ai pu reconstituer le tableau complet du réseau de blanchiment de Sandrine et Lucas. Lucas ne détournait pas seulement des fonds de sa propre entreprise, il en avait fait le véhicule parfait pour les fausses factures du groupe Delorme Maritime. Quand le groupe avait besoin de gonfler ses charges pour réduire ses bénéfices, Sandrine ordonnait à Lucas d'émettre des factures frauduleuses pour main-d'œuvre et matériaux. L'argent passait du groupe à Ferrand Bâtiment, puis Lucas le retirait en espèces. Il gardait une commission et reversait le reste à Sandrine. C'était un cercle fermé parfait, mais ils avaient commis une erreur fatale, le flux d'argent était circulaire, sans correspondre à un flux réel de biens et de services. Je me suis assise devant l'ordinateur et j'ai dessiné un schéma de flux de trésorerie, une flèche du groupe Delorme Maritime vers Ferrand Bâtiment, de Ferrand Bâtiment vers le compte personnel de Lucas, et du compte de Lucas vers un autre compte au nom de Marie-Thérèse Ferrand dans une banque étrangère. Marie-Thérèse Ferrand n'était pas une inconnue, c'était la mère de Lucas. J'ai eu un frisson. Lucas avait utilisé le compte de sa propre mère pour recevoir de l'argent sale. Non seulement il m'avait trompé, mais il avait impliqué sa mère âgée dans un délit sans qu'elle le sache. Sa cruauté avait touché le fond. La porte s'est rouverte. Cette fois, ce n'était pas Nicolas, mais Sandrine. Elle est entrée comme une furie, sans frapper, suivie de 2 gardes du corps. « Qu'est-ce que tu as fait ?
Pourquoi la banque a bloqué le compte de Ferrand Bâtiment? A-t-elle hurlé en frappant mon bureau. Calmement, j'ai retiré mes lunettes et je l'ai regardé. Bonjour, Sandrine. Entrer dans mon bureau sans frapper est une violation du règlement de l'entreprise. Quant au fait qu'une banque bloque le compte d'un fournisseur, c'est l'affaire de la banque. Pourquoi tu me le demandes? Ou bien tu aurais un intérêt dans l'entreprise de mon ex-mari? Ne fais pas l'idiote, a craché Sandrine en me pointant du doigt. C'est toi qui as envoyé la notification pour appeler la garantie. Tu veux ruiner Lucas? Je ne fais que remplir mes obligations de CFO. L'argent des actionnaires ne peut pas être gaspillé. 5 millions d'euros n'est pas une petite somme. Si Ferrand Bâtiment prouve sa capacité à exécuter les travaux, la banque débloquera le compte. Tu t'inquiètes trop. Sandrine a serré les dents. Tu vas me le payer. Je te préviens, si tu touches à mes intérêts, je ferai de ta vie un enfer. Tu crois que Nicolas t'aime? Il ne fait que t'utiliser. Au moins, lui m'utilise ouvertement et légalement, ai-je répondu en me levant. Je n'étais pas plus petite qu'elle. Alors que toi et Lucas, vous agissez dans le dos des autres. Ce genre de gens, ça dégoûte. Va dire à Lucas qu'il prépare l'argent pour payer la dette. Le délai expire dans 3 jours. Sandrine a soufflé, puis elle s'est retournée pour partir. Je savais qu'elle avait peur. Je coupais ses tentacules un à un. 3 jours plus tard, comme je l'avais prédit, Lucas n'a pas réussi à payer la banque. Il était acculé, et une bête blessée attaque à l'aveugle. Le lundi matin, un email anonyme est arrivé dans toutes les boîtes de l'entreprise, accompagné d'un lien. L'objet était sensationnaliste, la vérité sur la nouvelle directrice financière, femme entretenue ou prostituée de luxe. Le lien menait à une vidéo manipulée. Des images de moi entrant dans un hôtel en réalité pour une réunion avec un client de mon époque d'auditrice étaient mêlées à des sons compromettants. En dessous, un article diffamatoire affirmait que j'avais été la maîtresse de Nicolas depuis longtemps, que j'avais conspiré pour dépouiller Lucas, puis que je l'avais abandonné pour un millionnaire. L'entreprise était un bouillonnement de rumeurs. Les regards qui, avant, étaient du respect, étaient désormais du mépris et de la curiosité. Je me suis assise dans mon bureau, serrant la souris si fort que les jointures blanchissaient. Lucas était plus misérable que je ne l'imaginais. Il voulait utiliser l'opinion pour détruire ma réputation et me forcer à démissionner. Mon téléphone a sonné. C'était Nicolas. Tu as vu le mail? Sa voix était étrangement calme. Oui. Il joue sale. Ne t'inquiète pas. Reste dans ton bureau et ne sors pas. Je m'en occupe. 5 minutes plus tard, la sonorisation de l'immeuble a retenti. La voix de Nicolas, ferme et autoritaire, convoquait tout le personnel dans le hall principal immédiatement. Je suis descendu aussi. Nicolas se tenait sur une estrade, le visage glacé et menaçant. À ses côtés, le responsable informatique et le directeur juridique. Je viens de recevoir des informations au sujet d'un email qui diffame mon épouse, Madame Delorme, a déclaré Nicolas, sa voix résonnant dans le hall. Je tiens à affirmer qu'il s'agit d'une calomnie malveillante. Notre service informatique a tracé l'adresse IP d'envoi. Elle provient d'un cybercafé proche du domicile de Monsieur Lucas Ferrand, directeur de Ferrand Bâtiment. Nicolas a fait un signe. Sur le grand écran derrière lui est apparue une vidéo de la caméra de surveillance du cybercafé. On voyait clairement Lucas, casquette et masque sur le visage, tapant sur un ordinateur à l'heure exacte d'envoi du mail. Un murmure a parcouru le hall. Nos avocats préparent déjà une plainte contre Monsieur Ferrand pour diffamation et injure publique prévue par le code pénal, a poursuivi Nicolas. Et j'annonce également que tout employé du groupe Delorme Maritime qui commente ou partage cette fausse information sera licencié immédiatement. Nous sommes un grand groupe. Pas un marché au ragot. La foule s'est tue. Nicolas avait éteint l'incendie de l'opinion dès le départ, avec des preuves irréfutables. Puis il s'est tourné vers moi, son regard s'est adouci. Et j'ai un autre cadeau pour lui. Il m'a tendu une chemise bleue. Qu'est-ce que c'est? Ai-je demandé. Le dossier du prêt de Lucas auprès de la Banque commerciale de l'Est, il a hypothéqué toutes les machines, le hangar industriel, et même la maison de ses parents pour obtenir un prêt de 2 millions d'euros. Le prêt est en retard depuis 10 jours et a été classé en défaut. La banque se prépare à saisir l'hypothèque. J'ai ouvert le dossier.
C'était la signature de Lucas. Il m'avait caché qu'il avait demandé cet argent pour le brûler au jeu et entretenir Sandrine. J'ai parlé avec la banque, a souri Nicolas avec l'assurance d'un vieux loup de mer. Ils ont accepté de céder la créance à une société de recouvrement dans laquelle je détiens une participation majoritaire. J'ai compris tout de suite. C'est-à-dire que maintenant, vous êtes le créancier de Lucas. Il ne m'a pas corrigé, me regardant droit dans les yeux. Notre mariage est le plus grand créancier de Lucas. Maintenant, le pouvoir de décider de sa vie ou de sa mort est entre tes mains. Tu n'as qu'à acquiescer. Je tenais le dossier de la dette comme une sentence de mort pour Lucas, mais je ne voulais pas qu'il meure vite. Je voulais qu'il goûte à la même impuissance et au même effroi que moi. J'ai pris rendez-vous avec Lucas, non pas dans un café, mais dans les bureaux de Ferrand Bâtiment. Quand je suis arrivé, le bureau était désert. Presque tous les employés étaient partis à cause des salaires impayés. Lucas était assis, la tête enfouie sur son bureau, entouré de bouteilles vides et de mégots. Il semblait avoir pris 10 ans en une semaine. En me voyant, il a levé la tête. Ses yeux injectés de sang brillaient de rage. « Qu'est-ce que tu fais ici? Tu viens te moquer de moi? » « Je viens encaisser une dette, » ai-je dit froidement en posant le dossier sur la table. Lucas l'a regardé du coin de l'œil et a lâché un rire amer. « Je dois de l'argent à la banque, pas à toi. N'essaie pas de me faire peur. Le pire que la banque puisse faire, c'est saisir le hangar. Peu importe. Regarde de plus près. » J'ai pointé l'acte de cession de créance. La banque a cédé ta dette à Gestion Active SARL. Et, par hasard, la gérante unique de cette société, c'est moi, Chloé Martin. Le visage de Lucas s'est défait. Il a saisi le papier, les mains tremblantes. Impossible. D'où tu sors l'argent pour racheter ma dette? C'est de l'orme, hein? C'est lui. Peu importe qui est derrière. Ce qui compte, c'est que maintenant je suis ta créancière, et selon les clauses du contrat, j'ai le droit d'exiger la remise immédiate de tous les biens hypothéqués pour solder la dette. J'ai regardé autour de moi, le bureau en ruine. Ce hangar et ces vieilles pelleteuses ne couvriront pas la dette. Ah, et il y a aussi la maison de tes parents au village, n'est-ce pas? L'hypothèque inclut explicitement le droit d'usage du sol et des biens immobiliers, propriété de monsieur Jean-Pierre Ferrand et de madame Marie-Thérèse Ferrand. En entendant le nom de ses parents, Lucas a paniqué. Il s'est jeté sur moi pour m'attraper, mais j'ai reculé. Les 2 gardes du corps de Nicolas l'ont intercepté aussitôt. « Chloé, je t'en supplie », Lucas s'est mis à genoux, pleurant à chaudes larmes. « Je ferai ce que tu veux. Garde l'entreprise, garde tout, mais ne touche pas à la maison de mes parents. Ils sont âgés, fragiles. S'ils apprennent qu'on saisit la maison, ils vont mourir. » Voir l'homme qui avait été mon mari, à genoux, suppliant, ne m'a procuré aucune satisfaction, seulement un dégoût profond. Il utilisait ses parents comme bouclier de son échec, alors que c'était lui qui avait joué son patrimoine. Quand tu m'as trompé pour me faire signer le divorce, tu as pensé que je pourrais me retrouver à la rue? Ai-je demandé, la voix tranchante comme un scalpel. Quand tu m'as été infidèle avec Sandrine, tu as pensé à mes sentiments? Je me suis trompé. C'est Sandrine qui m'a embobiné. Elle m'a dit que si je l'aidais à blanchir cet argent, on se partagerait des millions. L'avidité m'a aveuglé. Chloé, pour les 10 ans où on a été mari et femme, laisse-moi une sortie. Notre mariage s'est terminé au moment où tu as fait enregistrer cette demande de divorce. Je me suis détourné. Je te donne 2 options. 1. Tu signes la cession de toutes tes parts de Ferrand Bâtiment et de la parcelle que tu as achetée à mon nom pour solder la dette. 2. Dès demain, j'envoie quelqu'un au village pour saisir la maison de tes parents. Lucas a relevé la tête. Il était livide. Cette parcelle, c'est tout ce qu'il me reste. Tu n'es pas en position de négocier. Tu as 5 minutes. J'ai regardé ma montre. Chaque seconde, dans ce silence tendu, était un marteau sur les nerfs de Lucas. D'accord, je signe, a-t-il fini par dire, la tête basse. J'ai fait signe à mon avocat de lui remettre les documents déjà préparés. Lucas a pris le stylo et, d'une main tremblante, a signé chaque page. Chaque signature semblait lui arracher une part de lui-même. Les documents signés en main, j'ai ressenti un immense soulagement. J'avais récupéré ce qui était à moi,
et je lui avais arraché son outil pour délinquer. Maintenant, tu n'as plus rien, Lucas, ai-je dit avant de sortir. Essaie de vivre correctement, et ne fais plus souffrir tes parents. En sortant, j'ai vu Nicolas qui m'attendait dans la voiture. Il m'a souri. Tout est réglé? Oui. Tu te sens mieux? J'ai posé la tête contre le siège, regardant l'agitation de la ville. Non. Pas mieux. Mais plus juste. Ma vengeance personnelle était à mi-chemin, mais la guerre contre Sandrine et son empire de blanchiment ne faisait que commencer. Lucas n'était qu'un pion. Sandrine était la reine sur cet échiquier, et elle ne resterait pas les bras croisés en voyant tomber sa marionnette. Je ne me suis pas pressé de célébrer ma victoire sur Lucas. Pour moi, il n'était qu'un pion jetable dans le grand plateau que Sandrine contrôlait. Mon véritable ennemi restait dans l'ombre, et pour la faire sortir, il me fallait un autre pion, Nathalie Moreau, l'alliée la plus proche de Sandrine. Après son renvoi du groupe, Nathalie s'est retrouvée au chômage. Avec un dossier sali par un licenciement pour manquement à l'éthique professionnelle, aucune entreprise n'osait l'embaucher. J'avais engagé un détective privé pour la suivre, et je savais qu'elle vivait difficilement dans une maison louée en périphérie, harcelée chaque jour par les créanciers de ses dettes de jeu. J'ai décidé de jouer ma carte suivante. Le mercredi après-midi, j'ai conduit jusqu'à un bistrot isolé d'un quartier ouvrier où j'avais donné rendez-vous à Nathalie. Quand je suis entré, elle était recroquevillée dans un coin, tenant un verre d'eau entre des mains tremblantes. Elle semblait avoir vieilli de 10 ans. En me voyant, ses yeux se sont remplis de panique et elle a fait mine de fuir. « Asseyez-vous » ai-je dit d'une voix calme, mais assez autoritaire pour l'arrêter. « Si vous franchissez cette porte, j'envoie ce dossier à la police, maintenant. » J'ai posé une enveloppe Kraft sur la table. Nathalie l'a fixée, avalant sa salive. « Quoi? Qu'est-ce que vous voulez? Je n'y travaille plus. Vous ne pouvez plus rien me prendre. Vous n'y travaillez plus, mais vos délits existent toujours. » J'ai ouvert l'enveloppe et sorti des documents. Voici les preuves que vous vous êtes entendu avec un garage pour gonfler les frais d'entretien de la flotte de camions de l'entreprise durant les 3 dernières années. Le total que vous avez empoché dépasse 200 000 €. C'est un délit d'abus de confiance, passible de jusqu'à 6 ans de prison. Nathalie est devenue blanche. Tremblante, elle s'est agenouillée près de la table. « Madame Delorme, je vous en prie, pardonnez-moi. J'ai une mère âgée et un petit enfant. Je ne peux pas aller en prison. J'ai tout dépensé dans les paris. Je ne peux plus rembourser. » Je l'ai regardé sangloter à mes pieds sans la moindre compassion, mais mon esprit froid me disait que c'était mon opportunité. « Levez-vous. Je ne suis pas venu écouter vos lamentations. Je peux vous pardonner, et même vous aider à payer vos dettes. À une condition. » Nathalie a relevé la tête, une lueur d'espoir dans les yeux. « Quelle condition? Je ferai n'importe quoi pour ne pas aller en prison. Je veux que vous soyez mon espionne. » J'ai baissé la voix, la regardant droit dans les yeux. « Je sais que vous êtes encore en contact avec Sandrine. Elle a besoin de quelqu'un de fiable pour ses opérations dans l'ombre. Maintenant qu'elle n'ose plus utiliser personne du groupe, je veux que vous retourniez vers elle, que vous feigniez la loyauté et que vous me rapportiez chacun de ses mouvements. » Nathalie a hésité. Elle savait à quel point Sandrine était impitoyable, mais la peur de la prison était plus forte. « Si Madame Lefebvre l'apprend, elle me tuera. Si vous ne le faites pas, demain, la police frappera à votre porte. » Je lui ai donné un ultimatum. « Et puis, Sandrine vous a abandonné quand vous avez été renvoyé, n'est-ce pas? Elle vous a donné un seul euro pour payer vos dettes? Ou elle vous a traité comme un chien devenu inutile? » Mes mots ont touché son ressentiment. Nathalie a serré les poings, et son regard est passé de la peur à la haine. « Vous avez raison, c'est ingrate. Je l'ai aidée à gagner des millions, et quand j'ai eu des problèmes, elle ne m'a même pas répondu. D'accord, je le ferai. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Je veux savoir où Sandrine détourne ses actifs. J'ai entendu des rumeurs, elle accumule une énorme quantité de cash, en urgence. » Nathalie a regardé autour d'elle et s'est penchée pour me chuchoter. Elle prépare un gros coup. Elle a bradé plusieurs propriétés à Cassis et sur la Côte Vermeille, et a réuni environ 30 millions d'euros. Elle compte transférer cet argent vers une société écran à Chypre ce vendredi après-midi, sous couvert d'un contrat de conseil en investissement.
dès que l'argent arrive, elle s'envole pour s'y installer, laissant toutes les dettes en France pour que le groupe les assume. 30 millions d'euros. Un chiffre astronomique. Si Sandrine y parvenait, le groupe Delorme Maritime subirait un dommage irréparable, la trésorerie se briserait, et surtout, elle échapperait à ses crimes de manière spectaculaire. Tu sais par quelle banque elle fera le transfert? La Banque Privée Internationale, agence d'Annecy. Elle a une relation très étroite avec le directeur de l'agence, alors ils traiteront l'ordre international au plus vite. J'ai souri. Cette information valait son poids en or. Très bien. Continue à la surveiller et dis-moi l'heure exacte où elle passera l'ordre. Quand ce sera fini, je brûlerai les preuves de ton délit et je te donnerai une somme pour recommencer. Nathalie a acquiescé plusieurs fois. Je me suis levé, j'ai laissé de l'argent pour les consommations et je suis sorti. Le soleil de l'après-midi projetait ma longue ombre sur l'asphalte. Un plan de capture parfait venait de prendre forme dans ma tête. Le vendredi après-midi serait inoubliable pour Sandrine. Le vendredi après-midi, la tension dans mon bureau se coupait au couteau. Dehors, il pleuvait à verse. Les gouttes frappaient violemment la vitre, comme si elles voulaient rompre le silence sépulcral à l'intérieur. J'étais assise devant l'ordinateur, l'interface de gestion de trésorerie bancaire du groupe ouverte. Nicolas était assis dans le fauteuil en face, faisant tourner un stylo entre ses doigts sans quitter son téléphone des yeux. Nous attendions un message de Nathalie. 14h30. Toujours rien. Si Sandrine voulait transférer l'argent à l'étranger le jour même, elle devait passer l'ordre avant l'heure de cut-off. Leur limite des transactions internationales via Swift est souvent 15h30, ou au plus tard 16h. Si elle la dépassait, l'ordre resterait en attente jusqu'à la semaine suivante. Pour quelqu'un qui tentait de fuir, un jour de retard était trop de temps et trop de risques. Mon téléphone a vibré. Un message de Nathalie, elle vient d'arriver à la banque. Elle entre dans le salon VIP avec le directeur d'agence. Le poisson a mordu à l'hameçon, ai-je dit à Nicolas. Elle est à la banque. Nicolas a acquiescé. Son visage s'est durci. Tu es sûr de pouvoir l'arrêter? Si l'argent sort de France, on peut le considérer perdu. Tranquille. J'ai tendu un filet infaillible. J'ai ouvert une autre fenêtre de discussion et j'ai écrit à Stéphane Roussel, directeur de la Banque des entreprises à la Banque Privée Internationale, un ancien camarade d'université. Je l'avais déjà alerté d'une possible transaction frauduleuse liée au compte de Sandrine. En tant que CFO du groupe, j'avais l'autorité de demander le blocage ou la revue des transactions suspectes de comptes liés à des actionnaires principaux en litige. 15h10, le système m'a notifié un mouvement. Un ordre de virement de 30 millions d'euros venait d'être créé depuis le compte personnel de Sandrine. Libellé, paiement contrat, conseil investissement numéro 1 sur 2023. Bénéficiaire, Sony Investment Corp à Chypre. Le voilà, ai-je dit en pointant l'écran. L'ordre était en attente d'approbation. J'ai appelé Stéphane immédiatement. Stéphane, l'ordre de 30 millions vient d'entrer dans le système. C'est l'argent du détournement dont je t'ai parlé. Bloque-le, tout de suite. De l'autre côté, j'ai entendu le cliquetis d'un clavier. Je le vois, Chloé. C'est une somme énorme, mais l'agence pousse pour qu'on valide en urgence. Le directeur dit que c'est une cliente VIP et que la documentation, le contrat international, est en règle. Si je bloque sans motif, je m'expose à une réclamation. La documentation est fausse. Sony Investment est une société fantôme, ai-je dit rapidement, d'une voix ferme. Je t'envoie un courrier recommandé urgent demandant le gel des actifs de Sandrine, car le tribunal vient d'admettre une procédure sur le partage des biens après le divorce. Dis que le système a émis une alerte de conformité et retient l'ordre. Tu as juste besoin de tenir jusqu'après 15h30 pour qu'elle ne puisse plus rien faire. D'accord. Je te fais confiance. Je transmets le dossier au service conformité pour une revue exhaustive. Ça prendra au moins 2 heures. Une fois l'heure de coupure passée, même la reine d'Angleterre ne pourrait pas faire partir cet argent. J'ai raccroché en poussant un soupir de soulagement. À l'écran, le statut de l'ordre est passé de « en attente » à « en revue ». Dans le salon VIP de la banque, j'imaginais le chaos. Sandrine devait être assise sur des braises, regardant l'horloge. 15h20, il ne restait plus que 10 minutes avant la fermeture des transactions internationales.
Nathalie m'a envoyé un autre message, elle hurle sur le personnel. Elle veut parler au directeur général. Elle a le visage rouge de colère. Laisse-la hurler, ai-je répondu. À cette heure-ci, le directeur général est en réunion avec moi. Il n'y avait, bien sûr, aucune réunion, mais je connaissais les protocoles bancaires, lorsqu'une transaction est étiquetée à haut risque, personne n'ose l'approuver à la légère, surtout avec les règles strictes contre le blanchiment. 15h30, la fenêtre Swift s'est fermée. L'ordre de virement de Sandrine a été officiellement rejeté pour nécessité de fournir une documentation supplémentaire justifiant l'origine des fonds. L'argent restait sur son compte, mais il était désormais gelé. Elle ne pouvait ni le transférer, ni le retirer en espèces. Nicolas m'a regardé avec une admiration palpable. Il s'est levé, a servi un verre de vin et me l'a tendu. Félicitations. Un coup parfait. Tu n'as pas seulement sauvé l'argent, tu lui as coupé la retraite. J'ai pris le verre et l'ai fait tourner. Le rouge du vin ondulait comme le sang de l'ennemi. Ce n'est pas fini. Quand tu coinces une bête, elle se retourne pour attaquer les siens. Sandrine a perdu l'argent. La première personne sur qui elle déchargera sa rage, ce sera Lucas. Attendons le prochain acte. La pluie avait cessé dehors. Un pâle arc-en-ciel se dessinait à l'horizon. Je respirais profondément l'air lavé par l'orage. La guerre touchait à sa fin. Nous quittâmes l'hôpital cette même nuit. Alejandro proposa que le chauffeur prenne le volant, mais je refusai. J'avais besoin de conduire moi-même. Sentir la voiture répondre à mes gestes m'aidait à rester calme. La Peugeot noire glissa sur l'autoroute en direction de la Dordogne, le village natal de Lucas Ferrand. Cela faisait 3 ans que je n'y étais pas retourné. La dernière fois, c'était pour une réunion familiale. À l'époque, j'étais la belle-fille parfaite, en cuisine dès l'aube, au service de tous. « À quoi penses-tu » demanda Nicolas Delorme en rompant le silence. « À ses parents » répondis-je. « Ce sont des gens simples, de la terre. Ils m'aimaient beaucoup. S'ils découvrent ce que leur fils a fait, et que c'est moi qui l'ai conduit en prison. » Nicolas soupira, regardant la nuit au-delà de la vitre. C'est la tragédie de l'avidité. Lucas a choisi ce chemin. Et s'il continuait avec Sandrine, combien d'autres familles auraient été détruites? J'acquiesçai, même si mon cœur restait serré. La justice est parfois cruelle. À 3 heures du matin, nous nous arrêtâmes devant la maison de village, de plein pied. Le portail de fer était rouillé, les glycines du porche fleurissaient sous la lumière jaune du lampadaire. Le froid nocturne me transperça. Un chien aboya. Une lumière s'alluma. La porte s'ouvrit. Jean-Pierre Ferrand sortit, une vieille veste sur le dos, une lampe torche à la main. « Qui est là » demanda-t-il d'une voix rauque. « C'est moi, Chloé » répondis-je doucement. Il plissa les yeux, puis s'exclama. « Chloé, ma fille, que fais-tu ici à cette heure » Marie-Thérèse Ferrand apparut à son tour et me prit les mains. « Tu es gelée. Entre, entre donc. » Sa bonté me brisa le cœur. Ils ignoraient tout du divorce, de Paris, de l'enfer. Lucas leur avait tout caché. Un problème urgent est survenu, dis-je. Je vous présente Nicolas, un collègue. Ils nous firent entrer, servir une liqueur de plantes, sortir des biscuits. La maison était restée la même. Sur le mur, notre photo de mariage était encore là. Nos sourires d'alors avaient aujourd'hui un goût amer. Je ne suis pas venu en visite, dis-je enfin. Je cherche quelque chose que Lucas a caché dans son coffre. Jean-Pierre fronça les sourcils. Il disait n'y garder que les titres des terres. Il y a caché des preuves de ses délits. La police enquête pour fraude fiscale et blanchiment. Sans ces preuves, il risque de passer le reste de sa vie en prison. Le verre tomba des mains de Marie-Thérèse. Mon fils un criminel ? Il a changé, murmurai-je. Je suis la seule à pouvoir encore l'aider. Jean-Pierre me fixa longuement. Il me connaissait. Il savait que je ne mentais pas. Il se leva sans un mot, revint avec une petite boîte en bois. Il nous l'a envoyée la semaine dernière. Il a dit de ne pas l'ouvrir. Je l'ouvris. À l'intérieur, un carnet en cuir noir et une clé USB. Les pages détaillaient date, montant, transfert, part.
Le livre de la chute de Sandrine Lefebvre. Je pris les mains ridées de Marie-Thérèse. Merci. Je ferai tout pour que sa peine soit réduite. Mais je dois vous dire autre chose, Lucas et moi avons divorcé. Le silence tomba. Marie-Thérèse éclata en sanglots. Jean-Pierre s'affaissa sur une chaise. Je déposai une enveloppe sur la table. Pour vos médicaments. Je dois partir. Dans la voiture, les larmes coulèrent enfin. Nicolas posa une main sur mon épaule. Pleure. Tu as fait tout ce que tu pouvais. Je pleurais pour 10 ans de mariage, pour ces 2 vieillards innocents, pour ma naïveté perdue. À l'aube, j'essuyai mes joues et redémarrai. Rentrons. Nous avons encore affaire à la justice. Le lundi matin, à 8 heures, le siège du groupe Delorme Maritime était encerclé de policiers et de journalistes. Le scandale avait éclaté. Depuis le bureau de la présidence, nous suivions tout sur les écrans. La police financière a reçu le carnet et la clé ? Demanda Nicolas. À 6 heures. Mandat d'arrêt signé contre Sandrine Lefebvre. Lucas était transféré en détention provisoire. La tempête judiciaire s'abattait. Pendant ce temps, en Provence, Sandrine faisait sa valise dans la panique. Bijoux, liquidités. Elle tenta de fuir. Trop tard. Les policiers l'attendaient. Menottée, décoiffée, elle fut emmenée sous l'œil des caméras. La reine déchue de la logistique fit la une des médias. J'éteignis la télévision. C'était fini. Un message arriva. Nathalie Moreau. Merci, Madame Martin. Je tiendrai parole et disparaîtrai. Je supprimai le message. Nicolas servit 2 verres de vin. À la justice. Je trinquai sans joie. Cette victoire avait le goût amer des larmes de Marie-Thérèse. Je suis fatigué, murmurai-je. Repose-toi. Les avocats s'occupent du reste. Un mois plus tard, je rendis visite à Lucas en prison. Amaigri, rasé, il n'osa pas me regarder. Mes parents vont bien, dis-je. Je leur envoie de l'argent. Ils pensent que tu travailles loin. Je lui tendis un document. Signe. J'utiliserai les biens pour réparer le préjudice. Ta peine pourrait être réduite. Pourquoi m'aides-tu encore ? Par conscience. Pas par amour. Il signa en pleurant. Sandrine, elle, fut condamnée à la réclusion à perpétuité pour détournement et blanchiment, avec restitution des 30 millions et confiscation de tous ses biens. Lucas écopa de 8 ans grâce à sa coopération. En sortant du tribunal, Nicolas me prit la main. C'est vraiment terminé. Oui. Mais je sentais le vide. Une semaine plus tard, je déposai sur son bureau une demande de divorce signée. Le contrat était rempli. Il la déchira devant moi. Je ne valide pas cette démission. C'est un mariage, pas une entreprise. Je ne veux pas abuser. J'ai besoin de toi. Pas comme CFO. Comme partenaire. Il ne parla pas d'amour. Il parla d'alliance. Et mon cœur battit plus fort. Je souris. Tu es un investisseur redoutable. Je ne laisse jamais filer le meilleur marché de ma vie. Il m'embrassa le front. Je rentrai au Mas de Provence, cette fois comme chez moi. Notre vie n'était pas une romance. C'était une alliance solide. Un soir, la tête sur son épaule, je compris enfin, le bonheur n'est pas le sacrifice, mais le respect et la force partagée. Le contrat de mariage était devenu un engagement à vie. Le plus grand succès que nous ayons jamais signé. Son téléphone vibra. Il jeta un coup d'œil à l'écran. Le rapport trimestriel. Il esquissa cette expression dure, presque amusée. Les bénéfices ont augmenté de 30%. Tout ça grâce à ma femme. Il posa le téléphone, me regarda. Quelle récompense tu veux ? Je le provoquai, sans détour. Et si tu me donnais toute ta vie ? Il éclata d'un rire franc, rare chez lui. Accordé. Le passé douloureux resta derrière nous. Lucas et Sandrine payaient leurs erreurs derrière les barreaux. Et moi, j'avais enfin les rênes de ma propre vie, une vie bâtie sur la raison, la force, et un amour adulte.
Notre contrat de mariage s'était transformé en engagement pour toujours. Le marché le plus réussi que Nicolas et moi ayons jamais conclu. Ouais.